Et je crois que le décompte est terminé. Bonjour à tous, merci d'être là pour un des derniers lives modulo de la saison. Bonjour Wojtek, bonjour Isabelle, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour Raphaël, merci de nous avoir invités ce soir, on est ravis. Bonjour tout le monde. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde, enchanté. Donc très heureux de vous recevoir tous les deux. Alors juste pour repréciser, et je vais faire une intro qui est assez courte sur Modulo, parce que le sujet est assez dense ce soir sur les ESN, il y a beaucoup à dire. Donc juste pour repréciser ceux qui ne connaissent pas, Modulo, c'est un réseau qui accompagne les développeurs juniors à lancer leur carrière. On propose un panel de services, il y a de l'évaluation, il y a des projets, il y a des ateliers sur l'employabilité et beaucoup de live pour essayer d'explorer un peu le monde de la tech et le monde dans lequel les développeurs vont évoluer. Ce soir, on va parler des ESN. Les ESN, on raconte beaucoup de choses dessus. Et ce soir, je pense qu'on va pouvoir mettre les points sur les i sur pas mal d'aspects. Et ça va être intéressant. Toi, Wojtek, bon, je vais te laisser présenter, mais je sais que tu as bossé dans plusieurs ESN, donc tu vas pouvoir essayer de démêler le vrai du faux, tout ça. Donc, très heureux. Sans plus attendre, je peux vous proposer de vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer, Wojtek ou Isabelle. Wojtek, vas-y. Bon, on est trop, tu vois, on s'aime trop. Bonjour à tous. Je vois dans le chat que je connais déjà des gens. Moi, je suis Isabelle Bise. Je suis recruteuse pour Web@Rio depuis 3 ans. Donc, moi, mon rôle, c'est à la fois de recruter des profils tech, des fronts et des backs, et évidemment, de les accompagner au mieux dans la philosophie de l'entreprise libérée. Et donc moi c'est Wojtek, moi je suis l'un des fondateurs donc, de Web@Rio qui est donc une ESN. Avant ça, moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur en développement, j'ai travaillé notamment en tant que consultant dans des grandes ESN je vais partager mon expérience ici et notre vision à Web@Rio des ESN, ce qu'elles sont, ce qu'elles devraient être, ou en tout cas vers quel chemin on aimerait qu'elles soient pour pouvoir répondre aux besoins de tous les développeurs. Ouais, il y a un sacré besoin. Donc, il y a du boulot. Alors, petite précision. Alors, vous avez vu, il y a un chat. Il y a aussi une partie questions. Si vous voulez parler, n'hésitez pas. Voilà, Koussaïla explique un peu son expérience. N'hésitez pas à le faire aussi. Si vous avez des questions, il y a l'onglet questions. N'hésitez pas à l'utiliser aussi. Moi, je vais relayer auprès d'Isabelle et Wojtek. L'idée, alors là, comment ça va se passer? Je vais poser pas mal de questions et on va rebondir sur ce qui est dit et on va intercaler pas mal de vos questions par rapport à ce qui est dit dans le live. Donc, je vais vous laisser présenter Web@Rio et puis peut-être le concept de l'entreprise libérée qui n'est pas un concept qui est très connu finalement. Ouais, c'est un concept pas très connu et qui peut être interprété de différentes manières. Donc, je vais présenter rapidement Web@Rio. Je pense qu'Isabelle sera très bien placée pour présenter l'entreprise libérée. Donc, Web@Rio, c'est une ESN qui a été créée en 2012. D'ailleurs, on vient de réaliser notre week-end des 10 ans, le week-end dernier. Et on est 3 à l'avoir créé. On est 3 ingénieurs en développement, donc on est des devs. Et on a tous les 3 travaillé dans des grandes ESN à Paris et à Toulouse. C'est pour ça que Web@Rio aujourd'hui a de base été créé à Paris et Toulouse. Et aujourd'hui, on était 3 au début, on est 130 aujourd'hui avec une nouvelle entité à Lyon qui vient de s'ouvrir cette année, donc qui a d'ailleurs été ouverte par un employé qui était chez nous depuis 8 ans et qui, pour des raisons personnelles, est allé à Lyon et s'est dit tiens, si j'ouvrais une branche de Web@Rio à Lyon. Donc nous avons vraiment une orientation tech, puisqu'évidemment, elle est insufflée par les trois fondateurs, puisque nous sommes des devs et aussi nous avons été des consultants dans ces grandes ESN. Et aussi, en termes de staffing, à peu près dans nos équipes, 80% des effectifs de Web@Rio sont des développeurs. Ok. Allez, 80%, donc très tech. Et donc, c'est une entreprise libérée. Donc ça, alors moi, pour le coup, je me suis renseigné aussi grâce à vous. Pour avoir discuté un peu avec Isabelle, et du coup, j'ai un peu creusé. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est, Isabelle, ce concept-là? Alors, à la base, l'entreprise libérée, c'est plutôt une philosophie qui vise à du coup, libérer le potentiel des salariés en entreprise. Donc, c'est une gestion qui ne va pas être basée sur une hiérarchie pyramidale, comme on connaît tous, puisque les gens ici qui nous suivent et qui ont déjà travaillé ont tous eu des N+1, N+2, N+3. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique. On est sur une hiérarchie qui est à plat.
et qui est basé non pas sur le pouvoir, mais sur les compétences. Donc, on pense que chez nous, ce sont ceux qui font les choses qui savent. Et on permet du coup à l'ensemble de nos salariés de participer à la vie totale de l'entreprise, d'apporter du coup leurs idées à l'entreprise pour qu'on puisse tous ensemble faire grandir l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est très collaboratif, l'entreprise libérée. C'est sûr que pour les gens qui aiment vraiment être encadrés par une hiérarchie, ils vont pas se plaire chez nous, parce que nous, on est vraiment dans la confiance, on laisse de l'autonomie à tous les niveaux, hein, sur les projets, sur la gestion de projet, la gestion du travail à faire, et on n'est pas dans le contrôle permanent comme moi j'ai pu l'être dans mes diverses expériences professionnelles. On fait confiance aux gens, en fait. Ok. Moi, j'ai une petite question. Je trouve ça génial, mais j'ai toujours un peu l'impression que ce concept-là, d'ailleurs, peut-être pas trop aller là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait faire un live entier sur l'entreprise libérée, mais j'ai l'impression que ça marche bien pour des petites entreprises où il y a pas trop, où la communication se fait un peu naturellement, mais plus on grandit, plus c'est difficile de faire une entreprise libérée. Alors, il y a des leaders qui sont naturels, hein, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des managers qui ont été choisis parce que comme on peut les choisir aujourd'hui dans les entreprises, parce que tu as fait le bon diplôme, tu as fait la bonne école, tu as eu le bon parcours. Nous, on part plutôt du principe qu'on a des leaders naturels. Il y a des gens qui savent effectivement faire correctement leur travail de par leur expérience, de par leur parcours technique et humain. Et c'est eux qui prennent le lead, du coup, pour encadrer les équipes. Mais ce n'est pas des gens qu'on va définir à la base comme des leaders. C'est des leaders naturels. Je pense que ça peut marcher effectivement sur tout type d'entreprise dans la mesure où on va continuer à respecter les bases de l'entreprise libérée. Après, évidemment, je pense que ça peut être difficile si on est 8000. Ça va être difficile d'être en entreprise libérée sur 8000. Mais comme dans l'entreprise libérée, on travaille dans le concept des micro-usines. Donc, tu vois, nous, on sera pas plus de 100 in fine sur Toulouse, 100 à Paris et 100 à Lyon. Ce sont des micro-usines où tu peux continuer à garder, du coup, ce système d'entreprise libérée. Chaque micro-usine est indépendante, mais c'est la même société. Oui, c'est très important ce que dit Isabelle. Il y a des exemples d'entreprises libérées dans le monde qui sont plusieurs milliers d'employés et ça fonctionne bien, à condition d'être capable de se diviser et de devenir indépendant, parce que créer des sous-entités qui sont indépendantes les uns des autres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, créer des entités qui travaillent dans un même but, évidemment, mais qui peuvent prendre leurs décisions parce que le marché local de Toulouse, de Lyon, de Paris, pour notre part, n'est évidemment pas le même et les besoins ne sont pas les mêmes. Et laisser chaque entité prendre des initiatives est très important, et surtout très important aussi de les partager aux autres entités pour savoir si les autres entités veulent les mettre en place ou pas. Ce qu'on dit en fait, la bonne taille maximale d'une micro-usine, c'est que globalement, chacun doit connaître chacun. Évidemment, pas dans le moindre détail, mais que quand on voit un collègue, on se dit tiens, c'est qui lui genre, évidemment, quand il vient d'arriver, tout le monde se pose la question c'est qui lui, mais au bout d'un certain temps, il n'y a pas cette notion, on arrive à plus se souvenir, ah ben oui, lui, je l'ai déjà vu à un moment donné, mais parmi les 1000 personnes qui étaient là, je ne vois plus qui c'est. Et donc, globalement, notre cerveau est programmé aujourd'hui pour être capable d'avoir des relations en entreprise, en tout cas, avec environ entre 70 et 150 personnes en fonction de personnes. Donc 100, c'est une bonne moyenne. Ouais, c'est un bon chiffre pour se rappeler, c'est pas mal. Donc donc comme ça dit dans le chat, l'humain reste au centre, parce que du coup, c'est le partage de connaissances, la connaissance de manière générale, qui fait tout et qui fait émerger en fait la conduite. Et ça, c'est intéressant, ça. Ouais. Et puis, on est plus à l'aise à discuter avec des gens qu'on connaît que des gens qu'on ne connaît pas, on a vu un grand meeting quelque part et voilà. Il faut partir aussi du principe, Raphaël, que l'entreprise libérée, c'est aussi beaucoup de collaboratifs. C'est-à-dire que tu n'es pas tout seul à porter tes projets, ni tout seul à porter les erreurs, ni tout seul à porter les réussites. C'est vraiment, on est dans du collaboratif. Et ça nous, chez nous, on voit bien, hein, c'est qu'on soit, par exemple, comme moi, au recrutement, ou les commerciaux, ou les devs, c'est très lissé chez nous. Tout le monde s'entend bien, tout le monde est dans le collaboratif, et tout le monde arrive à travailler ensemble pour faire grandir l'entreprise. C'est vraiment ça aussi, hein, l'idée de l'entreprise libérée. C'est quelque chose qui est mené et dirigé par les salariés pour faire grandir l'entreprise. Ok, pour ceux que ça intéresse, je finirai juste là-dessus. Donc, pour le concept de l'entreprise libérée, ça a été un concept qui a été inventé par Isaac Gates
Il y a un livre qui est très bien là-dessus qui s'appelle Liberté & Co, qui permet d'écrire un peu les principes de fonctionnement et des exemples concrets dans le monde, comment ça fonctionne. Il y a aussi un autre concept de Frédéric Laloux, alors c'est la même chose, mais il le dit un peu différemment, qui s'appelle Reinventing Organization. Il y a une version illustrée qui se lit très bien et très vite, qui permet d'assimiler rapidement les concepts pour voir donc comment créer cette entreprise de collaboration où finalement, ce n'est pas une personne tout en haut qui décide pour toutes les personnes en bas, même si les décisions ne sont pas adaptées, mais pour que tout le monde fonctionne ensemble. Il illustre, par exemple, Frédéric Laloux illustre très bien le fonctionnement d'une entreprise libérée par ce qui se passe, par exemple, dans une forêt. Genre, comment fonctionne l'écosystème d'une forêt. Une forêt, il n'y a pas, à un moment donné, un arbre central qui dit « Allez les gars, maintenant c'est bon, toutes les feuilles doivent tomber puisque c'est le printemps ». Non, on s'adapte en fonction de la température, en fonction de l'humidité, en fonction de la pluie et autres. Chaque arbre met tout ensemble avec tout un écosystème. Tout le monde a besoin de tout le monde, mais chacun, on va dire, fait sa part du travail et chacun échange avec les autres pour s'adapter parfaitement à la situation qui arrive. Mais en effet, on n'est pas sur un système central où il n'y a pas une assemblée générale d'arbres qui dit maintenant les gars, on perd tous nos feuilles. Ouais. Et du coup, ça va une plus grande flexibilité aussi. Une plus grande adaptation aux aléas du marché qui sont à peu près tout aussi aléatoires, et on l'a vu ces derniers temps, que la météo. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une version PDF du livre de Frédéric Laloux. Si certains sont intéressés dans le chat, c'est avec plaisir que je partagerai. Si vous voulez lire un peu le concept d'entreprise libérée, c'est avec plaisir. Ah bah top. En tout cas, moi, je serais ravi, en tout cas. Super, Raphaël, je te l'envoie dès demain. Mais je crois, alors, après, je vais partir sur les ESN parce qu'il faut parler un peu de marché, tout ça. Mais je crois qu'il y avait un live. Il n'a pas fait un TEDx, Frédéric Laloux, sur ça? Si. Oui. Ouais, il me semblait que j'avais vu ça. Ok. Bon, alors parlons un peu des ESN. C'est quoi? Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est le marché des ESN et pourquoi on dit les ESN, en fait, il faut différencier les petites des grandes. Comment il est structuré le marché aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais globalement, en France, aujourd'hui, il y a probablement plusieurs milliers de ESN qui existent. Donc, des très grandes, le numéro 1 français européen étant Capgemini, et des toutes petites qui sont peut-être d'une taille de 2, 3 ou 4 personnes, comme l'a été Webatre en 2012. Une grande, alors, une fois qu'on a vu ces milliers de ESN, une grande partie des ESN, donc de taille intermédiaire ou plus petite, vont principalement fonctionner ce qu'on appelle en régie ou en assistance technique. C'est-à-dire que leur business model, ça va être de recruter des développeurs. Alors, je vais parler de développeurs, mais une ESN peut faire bien plus que juste du développement, mais je vais parler spécifiquement des développeurs. Va recruter des développeurs pour les envoyer en mission chez des clients. Donc, des clients qui ont déjà une équipe dans laquelle très probablement il y a d'autres développeurs, d'autres ESN ou des développeurs internes aux clients qui va globalement renforcer cette équipe, qui va travailler au quotidien pendant 1 mois, 1 an ou 3 ans pour cette ESN et qui va être facturé à la journée. Et donc, pour l'ESN, le risque est très petit puisqu'il facture à la journée et non pas à la réalisation du projet. Quelques autres ESN, et là, elles sont beaucoup plus rares, et Webatre en fait partie, vont réaliser ce qu'on appelle des projets au forfait. C'est-à-dire qu'un client va nous briefer, va nous dire « Ok, j'ai besoin de réaliser une application X ou Y pour gérer, je ne sais pas, mes clients, pour gérer des commandes, pour gérer une boutique en ligne, etc. » Et là, ce qu'on dit, c'est OK, on est capable de le faire, ça va coûter tant et on va le réaliser en X temps. Ce qu'on appelle une obligation de résultat. Et là, en général, ce projet se passe dans nos locaux ou en télétravail. On choisit librement les personnes qui vont travailler dessus. Donc, évidemment, notre expertise là-dessus est de composer la meilleure équipe pour qu'elle soit capable de délivrer l'application de la meilleure des qualités possibles et de la livrer aux clients. Et enfin, il y a certaines ESN, et nous aussi à Webatre, on tente ça aussi, qui prend une partie d'édition de logiciels. Alors, c'est quoi un éditeur de logiciel? C'est une entreprise qui produit un logiciel et qui le vend tel quel sur le marché. Alors, soit en B2B, donc c'est-à-dire à d'autres entreprises, soit, pourquoi pas, directement en B2C avec la clientèle. Ok. Il y a une question qui apparaît directement dans le chat. J'en ai plusieurs aussi derrière. C'est quoi la proportion de votre activité entre régie et forfait? Aujourd'hui, à Webatre, ça dépend. Mais globalement, je pense qu'on est 60% de régie et 40% de forfait ou plateau. Alors, c'est vrai que c'est une petite… un plateau, qu'est-ce que c'est? C'est globalement une équipe entière qui travaille pour un projet, pour un client, mais dans nos locaux. C'est nous qui pilotons l'activité. C'est juste que le besoin n'est pas forcément ultra défini dès le début, puisqu'on est en méthodologie agile, c'est-à-dire qu'on fait au mieux. Un client dit « j'ai un énorme système d'information à développer ».
ça va prendre des années. On y va en itératif et on va ajuster au fur et à mesure que le projet avance. On va ajuster. Donc, si on intègre le plateau dans le mode forfait, ce qui est plutôt cohérent, c'est 40% Web Battery aujourd'hui de forfait et environ 60% de régie. Ok. Après, il faut savoir que toutes les ESN n'ont pas forcément du forfait. Il y a des ESN qui ont que de la régie. Nous, on est plutôt une petite ESN par rapport aux très très grandes, et on a du forfait, ce qui n'est pas le cas de tous nos concurrents ou de tous nos collègues en fait. Et ça s'explique pas. Ouais, ça s'explique par une raison simple, c'est que faire du forfait demande une forte technicité, demande de prendre des risques financiers, puisqu'on n'est pas sûr d'être rentable projet. Il y a l'objet de concevoir une équipe qui va choisir les bonnes technologies et concevoir le projet comme il faut. Souvent, les ESN sont créés par des commerciaux, par des managers, par des gens qui ne viennent pas de la tech. Donc évidemment, ou par des directeurs administratifs. Ils ne vont pas prendre de risques sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, évidemment, avec cette vision tech, en fait, Web Battery, au tout début, en vrai, on ne faisait quasiment que du forfait. Et c'est ensuite qu'on a intégré la notion de régie, parce qu'on trouve aussi que d'aller travailler sur des grandes missions dans des grandes entreprises du CAC 40 qui font plutôt de la régie que du forfait, c'est intéressant aussi pour nos consultants, parce qu'ils voient d'autres facettes de projets. Ils travaillent sur des énormes projets, des dizaines ou des centaines d'autres développeurs. Et c'est une organisation différente, et pour l'expérience personnelle, c'est très, très intéressant. Ok. Donc, si on forçait un peu le trait, on pourrait se dire que les ESN qui vont proposer presque les meilleures conditions, en tout cas les meilleurs projets, c'est celles qui sont créées par des développeurs, presque. Ou par si tu le dis, on veut bien le croire, Raphaël. Si toi, ma question, c'était plutôt comment tu trouves les entreprises, et comment tu trouves celles qui fonctionnent au forfait, celles qui fonctionnent en régie. Est-ce que c'est facile à trouver pour un développeur qui va postuler dans une ESN? Alors déjà, il peut demander. Déjà, s'il demande à quelqu'un, est-ce que vous faites du forfait ou est-ce que vous faites que de la T ou de la régie, il est censé avoir une réponse. Après, aller dans une ESN, nous, typiquement, on ne peut pas garantir à quelqu'un qui va faire que du forfait, parce qu'en fonction des compétences, en fonction des projets en cours, peut-être qu'il y aura une phase de régie, puis du forfait. Et encore une fois, comme je le dis, faire que du forfait n'est pas forcément meilleur que de faire que de la régie. Ça dépend de chacun, et c'est là où le rôle d'une ESN est très important. C'est d'accompagner ces développeurs, ces consultants, dans la meilleure proportion, de la meilleure manière qui soit, afin de correspondre à leur envie, à leurs compétences, à leur évolution de carrière. Puisque, il ne faut pas l'oublier, une ESN aujourd'hui, 100% de son chiffre d'affaires, ce sont les consultants eux-mêmes. Donc, avoir des consultants contents, performants, qui travaillent sur des projets intéressants, et qui donc, par définition, réalisent des projets dans les temps et dont le client est satisfait, c'est de s'assurer d'une entreprise qui fonctionne bien avec une bonne rentabilité. Après, je pense que quand tu es junior et que parce que je pense que dans les gens que tu suis, en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contactés par des ESN. Moi-même, je contacte aussi des juniors très régulièrement. Et effectivement, ils peuvent se sentir un peu perdus dans ce système. Ils ne comprennent pas forcément comment fonctionnent les ESN, et c'est normal. Après, nous, la plupart des ESN, aujourd'hui, vont quand même plutôt te recruter sur mission, c'est-à-dire qu'elles ont un poste à pourvoir et elles vont t'approcher avec des caractéristiques d'un poste à pourvoir. Nous, on est un petit peu différent là-dessus, puisque nous, on va plutôt recruter sur profil, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont rentrer chez nous, il n'y a pas forcément une mission pour eux derrière tout de suite. Donc ça, c'est un risque qu'on prend, parce qu'on peut très bien le gérer. Mais du coup, dans le process de recrutement chez nous, on indique bien que la personne peut aller soit en régie chez le client, soit sur des projets au forfait, en fonction des besoins aussi qu'on a et de l'envie de la personne. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de faire ça, et on va plutôt toujours les accompagner pour réaliser leurs envies, enfin leur offrir en tous les cas des postes qui correspondent à leurs envies. Mais les questions qui doivent poser vraiment quand on les approche avec la fiche de mission, c'est est-ce que c'est un client direct, un client en sous-traitance? Est-ce que du coup c'est une mission qui va se faire dans les locaux de l'ESN ou directement chez le client? Et tout ça, ça va quand même leur permettre de débroussailler un petit peu du coup le chemin et de voir à peu près comment l'ESN fonctionne. Ok. Intéressant, vraiment intéressant. Déjà, il y a une petite question dans le chat, donc je vais les poser maintenant et après je vais enchaîner. Donc, il y a une question de Hélène, c'est quoi votre proportion de télétravail? Parce que, alors ouais, c'est intéressant avec le télétravail avec l'entreprise libérée, typiquement. Comment ça fait?
C'est libre. Alors, c'est libre, mais c'est pas full remote. Alors, ça peut être du full remote, mais pas sur du long terme. C'est-à-dire qu'on laisse la liberté aux équipes de s'organiser. Ce n'est pas une directive groupe qui va dire, en groupe, je m'entends parler, qui va dire, ah, désormais, vous allez tous être là 3 jours par semaine et ça sera le lundi, le mercredi et le vendredi parce qu'on l'a décidé. Non, mais en fait, ça dépend du projet. Parfois, on a besoin de se voir plus régulièrement et on va peut-être venir 4 jours par semaine. Et parfois, pendant toute une semaine, on a besoin d'être concentré sur ses tâches. Et dans ce cas-là, venir au bureau, c'est plus de distraction que de concentration. Donc, on ne va pas se voir une semaine et ce n'est pas grave. Donc c'est vraiment, il faut se voir de temps en temps. Mais combien, j'en sais rien parce que ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a réinventé un peu on va changer de locaux prochainement. On a réinventé un peu le concept des locaux, c'est-à-dire les locaux ne sont plus pour venir travailler tout seul devant son ordinateur à coder, à faire des visios, etc. Mais sont des endroits pour qu'on échange, brainstorm, où on a besoin de se resynchroniser avec ses équipes. Si on a besoin d'être concentré et de travailler sur du code, ce qui est quand même souvent le cas pour des développeurs, on reste chez soi parce qu'on est de toute façon beaucoup plus productif, on n'est pas dérangé et en plus, on n'a pas les transports, ce qui est pratique. Alors, pour rebondir un peu là-dessus, il faut aussi comprendre que quand nos consultants sont en régie chez des clients, ils vont du coup adopter les process des clients. On a des clients qui sont en total full remote. Il y a des clients qui vont vouloir avoir le consultant au moins 1 jour par semaine chez eux ou 2 jours. Pour l'instant, on est plutôt dans cette logique-là avec nos clients. Pour rebondir sur ce que disait Wojtek, effectivement, les gens qui vont plutôt être au forfait chez nous, ça va être un petit peu plus modulable parce que soit ils vont venir, comme disait Wojtek, plusieurs jours d'affilée parce qu'ils ont besoin de travailler en équipe et ils sont performants quand ils sont ensemble chez nous en équipe, soit ils vont avoir besoin d'avancer sur leur projet, ils vont rester à la maison, on ne les flique pas. On n'est pas là pour fliquer, on ne tient pas un tableau où on met t'es venu, t'es pas venu. Nous, on a un système de calendrier qui a été codé par nos devs et les gens vont s'inscrire sur les jours où ils veulent venir au bureau. Et ce qu'il faut savoir chez nous, c'est qu'il y a une tellement bonne ambiance, et je le dis vraiment avec beaucoup de sincérité, que même les devs qui partent de chez nous pour aller vers d'autres aventures, et c'est bien normal, viennent faire leur télétravail chez nous. Donc, c'est pour te dire que du coup, chez nous, le télétravail, c'est un peu un non-sujet. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion dans le chat d'aller discuter avec nos devs, vous verrez qu'ils vont vous le dire très clairement. Nous, on vient parce qu'on est content de se voir. Alors, je sais qu'il y a des devs qui voudraient du full remote. En vérité, dans de la gestion RH, pour parler un peu de mon métier sur ce sujet-là, je pense que c'est quand même important de voir un petit peu et de temps en temps ses collègues pour continuer à créer une émulation collective. En tous les cas, nous, dans notre structure, c'est important. Comme on ne l'impose pas et que ça vient naturellement, on se rend compte que ça reste quand même important de voir ses collègues, d'échanger avec ses collègues, de discuter, de rigoler avec ses collègues. Mais effectivement, si quelqu'un a vraiment besoin de rester un petit peu chez lui pour travailler, avancer sur ses projets, on ne va pas être derrière lui en disant « il faut absolument que tu viennes ». Non, ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Mais je suis d'accord en fait, sur ça. Je pense qu'il y a un petit mythe autour du full remote. Tout le monde le veut, mais en fait, ce n'est pas ce que tout le monde veut. Enfin, c'est important d'avoir ce côté social des entreprises, de pouvoir se resynchroniser, comme tu disais, Wojtek. Et du coup, je ne savais pas que changer de locaux pour ça, mais je trouve ça très bien. Pour le coup, moi, avec Modulo, on a créé ça avec Pierre et Thibaut, on a fait ça en full télétravail. Il y a plein de fois, on s'est dit que c'est quand même pas mal qu'on puisse se retrouver. Il y a quand même pas mal de choses qui passent en direct. Pour illustrer juste cette volonté des gens de se voir, donc on a organisé notre fameux week-end de 10 ans. Alors, on organise normalement des week-ends 1 fois par an quand on n'est pas en période Covid. En fait, c'est évidemment pas obligatoire. C'est-à-dire que certes, tous les frais sont payés par Webatrio, mais c'est venu libre. On a quand même eu un taux de participation d'environ 75% lors du dernier week-end. Je rappelle que c'était un mois de juin où les gens, un week-end, ont peut-être autre chose à faire. Et que ces participations, ça montre en fait que en tout cas, les gens ont besoin de se voir, de partager des moments ensemble. Et partager des moments ensemble, évidemment, c'est de faire des choses naturellement. C'est-à-dire que on n'a pas organisé de brainstorming, on n'a pas organisé d'activités spécifiques en commun. Il y avait plusieurs activités proposées, chacun s'inscrivait où il voulait ou ne s'inscrivait pas, il restait toute la journée à la piscine à discuter avec les collègues. Et c'était top et c'est vraiment intéressant de voir ça. Ok, trop bien. J'ai plusieurs questions autour de Dev Junior et ESN. J'en ai vu un, c'était donc il y a Koussaïla qui a dit c'est vraiment dur. Alors, vu que les ESN dépendent des clients et les clients deviennent de plus en plus exigeants,
c'est de plus en plus dur de se faire recruter en tant que junior parce que potentiellement, je pense, tu apportes moins. Et après, il y a eu plusieurs questions derrière. Est-ce que c'est possible de se faire engager quand on a… Alors, il y avait Megan qui disait est-ce qu'un junior d'une formation de concepteur-développeur d'application de 8 mois a ses chances Est-ce que quand on est junior, on peut rentrer dans une ESN J'ai l'impression que c'est une bonne porte d'entrée, mais est-ce que ça vous semble cohérent comme parcours, comme début de carrière? Moi, je dirais que tout le monde a ses chances, qu'on soit reconverti ou qu'on sorte d'une école aussi en bac+5. On reste quand même relativement junior, même si on a fait 3 ans d'alternance. Chez nous, en tous les cas, on compte l'alternance comme de l'expérience professionnelle. Moi, je prends toujours l'exemple de Vira. Coucou Vira, si tu es dans le coin. Il est dans le coin derrière, visiblement, qui du coup est un autodidacte, un pur autodidacte, qui a travaillé de son côté le dev par passion et parce que ça l'amusait et puis que du coup, il avait des facilités et qu'on a embauché. Donc, tout est possible. Tout dépend aussi de ton niveau, de ta motivation. On sait que les reconvertis aujourd'hui sont très motivés parce que c'est des gens qui changent de carrière et voilà, c'est des gens qui vont s'accrocher. Mais pour moi, tout est possible. Mais il faut que la personne derrière, elle ait un certain niveau, elle est quand même pas mal bossée et que sur ces tests techniques, puisque toutes les ESN font passer des tests techniques, nous, on a des tests maison, mais il y a aussi beaucoup de coding games qui sont donnés par les autres ESN, il faut que les tests soient réussis. Après, l'ESN, sur un profil junior et un profil junior qui a vraiment bossé et qui a du talent, elle peut investir du temps et de l'argent pour faire monter en compétences. Donc, pour moi, oui, c'est possible de rentrer dans une ESN quand on est très junior, voire autodidacte. Je dirais même que probablement les ESN sont les premières entreprises qui embauchent des juniors en France aujourd'hui. Après, il y a toujours ce biais de marché, c'est-à-dire les grandes ESN vont prendre pas mal de juniors, mais elles vont sélectionner sur diplôme. Typiquement, elles vont prendre des bac+5 et si on n'a pas de bac+5 en informatique, c'est compliqué. Ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le métier de développement est un métier de cœur et pas forcément un métier de diplôme. Et que d'ailleurs, à WebAtrio, on a des développeurs sans diplôme qui ont de très très bons niveaux et que même parfois des personnes faisant des bac+5 n'arrivent pas à atteindre parce qu'à un moment donné, c'est pas une règle. Le développeur, c'est être passionné, c'est vouloir apprendre, c'est avoir un esprit aussi évidemment logique. Et je le dis toujours rigolant, un peu flemmard, c'est-à-dire le développeur doit toujours se poser, c'est OK, j'ai des trucs à faire, mais comment je vais faire pour que ça se fasse tout seul ? Comment le faire pour que la deuxième fois que j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas besoin de le faire, je n'ai pas besoin de le refaire. Et donc, c'est des personnalités, c'est un cerveau qui est orienté d'une certaine manière, qui est évidemment pas donné à tout le monde, mais en tout cas, ce n'est pas le diplôme qui va définir ça. Mais oui, à WebAtrio, on recrute des juniors, évidemment, proportionnellement. Ça veut dire que oui, peut-être que ça représente 10 à 15% de nos recrutements par an. Parce qu'en effet, comme je l'avais vu dans une remarque plus haut, les clients sont exigeants et typiquement pour aller en assistance technique chez le client, ça peut être compliqué. Alors attention, ça dépend des contrats. Et on a des contrats, nous, aujourd'hui, où les clients nous font confiance et disent « Ok, si vous avez estimé que le développeur a un bon niveau, on ne regarde pas son CV, on ne regarde pas combien d'expérience il a. Si vous dites qu'il va bien fitter avec l'équipe, on le prend et il va travailler avec l'équipe de WebAtrio. » Et ça ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'on a des gros contrats, donc ça, c'est souvent les grandes ESN qui ont des gros contrats. Ils peuvent se permettre de faire ça, mais bon, du coup, émettre une forte limitation sur le diplôme, ce qui, encore une fois, pour nous, n'est absolument pas un critère déterminant. Et pourquoi être un junior et travailler dans une ESN? Alors, pour moi, évidemment, c'est une évidence. Alors, évidemment, c'est facile parce que j'ai commencé par là aussi. Mais une ESN, c'est quoi? C'est être sûr d'avoir plein de projets. C'est-à-dire, évidemment, des projets tous les 3 mois, tous les 1 an, tous les 2 ans. C'est des technos différentes. Alors, en cohérence, si on a un développeur PHP, on va plutôt aller sur des technos PHP, .NET, Java, etc. Mais dans ces technos-là, il y a plein de sous-technos qui peuvent être intéressantes. Et surtout, tous les X temps, changer de projet, c'est super parce qu'on découvre de nouvelles personnes sur les nouveaux projets, des personnes expérimentées qui vont nous apprendre des choses, des nouveaux métiers, des nouvelles manières de travailler. Et en fait, c'est comme ça qu'on gagne en expérience et qu'on est capable d'être agile dans un domaine, dans un métier où l'agilité est la base. C'est-à-dire qu'on n'est pas développeur si on veut faire toute la vie la même chose, ça ne marche pas. Il faut être toujours très intéressé par l'auto-formation, la formation, la découverte de nouveaux outils. Et comme je l'ai dit, quand j'ai fait quelque chose, je me dis « Ok, je l'ai fait là, ça marche, c'est cool. Maintenant, si j'avais à le refaire, comment je le ferais pour que ça soit mieux? Quelle techno pourrait être plus adaptée ?»
Ok. Oui, je pense que c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est que, pardon, Raphaël. Non, je t'en prie, je préfère que tu parles, vas-y. C'est vraiment l'idée de se dire que quand on commence dans une ESN et qu'on, par exemple, nous, on aime bien faire commencer nos jeunes plutôt en régie chez des clients. Pourquoi? Parce que chez les clients, il y a des plateaux. Il y a des plateaux de back, il y a des plateaux de front, avec des leads, avec un chef de projet, avec des PMO, des Scrum Masters, et tout ça, ce sont des gros projets, et ça permet quand même, quand tu es junior, je trouve, moi personnellement, ça te permet de t'insérer directement dans un projet, qui sont souvent des gros projets. Comme je te le disais hier, quand tu vas sur des projets, tu n'as pas d'obligation de résultat, tu as une obligation de moyens. Donc, ton rôle, c'est de venir apporter tes compétences au client pour développer son projet. Et le fait de travailler, du coup, en corrélation avec toutes ces équipes qui ne sont pas toi, c'est forcément une montée en compétences. Et puis, ça leur permet aussi d'aller tout de suite sur des gros sujets la plupart du temps. On ne peut pas forcément qu'un client final, comme on appelle chez nous. Donc, si tu vas directement travailler dans une entreprise, n'est pas toujours apte à t'apporter aussi. Et le fait de pouvoir changer de mission, parce que chez nous, on est un peu dans cette logique-là, tu vas sur une mission et puis quand tu commences à nous dire que bon, on a fait un peu le tour, on va essayer de t'en chercher une autre, toujours dans ta techno, dans ce qui te plaît. Voilà, tu vas, au cours de ta carrière, si tu fais 2 ou 3 ans dans une ESN pour commencer ta carrière, tu auras forcément traité plusieurs projets, tu auras peut-être même fait un peu de forfait chez nous, par exemple, et tu arrives quand même avec une vision beaucoup plus élargie de ton métier et tu as déjà réussi à répondre à des difficultés de développement. Donc forcément, pour nous, on pense que c'est formateur en fait. Ok. Et l'accompagnement, alors tu vois, tu disais tout à l'heure, Wojtek, finalement, presque le meilleur employeur de juniors, c'est les ESN. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécial pour les juniors dans les ESN? Comment ça se passe chez vous, par exemple, chez Webatrio? Est-ce que vous avez... il y a un onboarding spécial? Enfin, c'est quoi le processus? Donc, il devrait y en avoir un. Le métier des ESN, vu que, comme je le disais tout à l'heure, on travaille uniquement, la valeur ajoutée d'une ESN, c'est bien l'humain. Et quelle que soit la taille de l'ESN, il devrait y avoir un accompagnement. Et c'est probablement ça qui pêche le plus dans certaines ESN. Et c'est pour ça que l'image des ESN est un peu ternie, voire très noire. On pourra en parler après. Parce voilà. y a aussi donc, l'accompagnement, déjà, il se fait avec des personnes expérimentées. C'est-à-dire que laisser quelqu'un tout seul quelque part dire tiens, voilà un projet, débrouille-toi. Tu connais pas les outils ou tu n'as que très peu d'expérience et on va voir ce que ça donne. Ça marche, ça peut marcher avec certains, mais ça marche avec une minorité. Donc déjà, c'est d'avoir une personne qui va encadrer, une personne évidemment expérimentée dans les technos sur lesquels la personne veut se positionner. Et globalement, c'est le travail en équipe. C'est-à-dire qu'avec des gens plus expérimentés, comme je dis, ça peut être d'autres juniors, mais eux, ils vont s'entraider entre eux, mais la progression va être forcément plus lente. Mais dès qu'il y a un lead dev, dès qu'il y a un architecte, dès qu'il y a des personnes seniors, globalement, on va leur apprendre les bonnes pratiques, on va leur apprendre les exigences du marché, on va les mettre sur un tremplin, en fait, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expliqué les concepts, qu'on a montré les bons outils, qu'on fait des revues de code régulièrement, qu'on les challenge, qu'on leur demande de développer, après, chaque personne prend son travail donc, théoriquement à cœur et il commence à progresser. Alors tout seul, mais toujours dans une équipe. Aujourd'hui, le métier de développeur, c'est plus l'image d'un développeur qui est au fin fond de sa cave. J'ai toujours cette image-là. En tout cas, quand j'étais étudiant, c'est l'image que j'en avais. Qui code tout seul un super jeu ou un super algo. Aujourd'hui, le métier de développeur et particulièrement dans ESN, c'est un métier très collaboratif et personne ne peut réaliser un projet tout seul, en tout cas des projets aussi complets et complexes qu'on a chez nos clients. Oui, alors pour répondre à ta question, Raphaël, sur l'accompagnement chez Webatrio, nous, on onboard tout le monde de la même façon, que ce soit des juniors ou des seniors, mais pour les juniors, on va forcément mettre des plages de montée en compétences par de la formation. Là, en ce moment, on travaille vraiment sur une grosse plateforme de formation qu'on voudrait intégrer chez nous. On va leur donner de la montée en compétences là-dessus. On a des devs chez nous qui sont seniors comme William, parce qu'il est super William, alors je parle de lui aujourd'hui, qui a créé tous des programmes de formation qu'il va donner aux juniors. Donc, on va les faire travailler sur de la formation et les suivre au fur et à mesure de leur formation. Ou pour des gens qui sont déjà très débrouillards, on va les mettre sur des projets au forfait. Par exemple, chez nous, en attendant qu'ils aient une mission,
pour qu'ils apportent leur savoir-faire sur les projets au forfait. Donc, ils sont tout de suite mis les mains dedans dans des équipes. Ils ne sont pas tout seuls dans leur coin. Et je voyais dans le chat que oui, effectivement, c'est vrai, il y a des ESN qui n'accompagnent pas du tout leurs juniors. C'est une réalité, il faut le dire. Nous, on est perfectible aussi. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on a quand même compris que effectivement, les gens, il fallait les accompagner un tant soit peu, déjà pour qu'ils s'intègrent bien dans ta société et surtout pour qu'ils se sentent vite bien sur des missions. Et donc, pendant que nos commerciaux leur cherchent la mission de leur rêve, du coup, comme ça, ils ne sont jamais tout seuls. Et nous, on a un système de buddies qu'on a mis en place. On va leur attribuer quelqu'un qui est dans la même techno qu'eux, un peu plus senior et qui va être, ces gens-là vont être leurs référents pour l'entreprise. Puis évidemment, avec ma collègue, on est là pour les accompagner sur leurs besoins. On est vraiment à l'écoute et on essaye vraiment d'adapter au mieux notre aide, notre apport en fonction des besoins de tout à chacun. Ok, ce serait bien qu'il y ait ça partout. Puis on fait du coaching aussi, je voudrais dire, parce qu'on les envoie pas non plus chez les clients à De La Playa comme ça. On a une équipe de commerciaux qui travaillent avec nous, les RH, et on leur fait vraiment du coaching avant les entretiens, on les entraîne. On a pris le système Coding Game, non pas pour les envoyer à nos candidats, mais pour les entraîner, parce qu'on sait aujourd'hui que nos clients leur envoient beaucoup de Coding Game. Donc, c'est des exercices qu'ils font de leur côté, mais qui peuvent être co-corrigés avec quelqu'un de plus senior chez nous, qui va leur dire où ils se sont trompés. On a vu qu'en faisant ça, on avait des résultats extraordinaires au Coding Game en les entraînant, puisqu'au fur et à mesure, du coup, ils prennent de l'assurance et les Coding Games sont excellents. Et puis, on a un système de coaching, d'accompagnement humain. Quand on va chez un client et qu'on est junior et qu'on n'a jamais fait ça, c'est pas facile. La posture de consultant, elle n'est pas évidente non plus. Il y a plein de gens qui seront dans l'avenir d'excellents consultants, mais qui rentrent chez nous, qui n'ont pas forcément tout à cette posture. On explique comment ça fonctionne, on fait des exercices, des simulations, on travaille. Du coup, quand ils arrivent aux entretiens, ils sont beaucoup plus détendus. Ils ont déjà vu pas mal des questions qu'on leur pose. Et du coup, comme ça, voilà, ça les fait grandir aussi sur ce côté-là. Et ça, c'est plutôt en intercontrat que ça se passe ou en onboarding global? Comment ça se passe? Oui, on fait l'onboarding global. Après, évidemment, quand ils rentrent chez nous, comme nous, on recrute sur profil, la plupart du temps, il n'y a pas tout de suite une mission. Donc, sur tout ce temps de recherche des commerciaux, on va les faire monter en compétences avec de la formation, avec des exercices, avec de la mise en situation sur des projets forfaits. Et on va faire cette partie coaching. Et quand ils sortent de mission, donc quand ils sont en intermission, et pareil, on reprend le coaching parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas entraînés à faire du coaching. On leur donne aussi de la montée en compétences parce que quand ils sortent de mission, souvent, ils voient où ils aimeraient bien monter en compétences. Quand tu es junior et que tu arrives dans une boîte, il y a tout ce que tu aimerais bien apprendre. Mais comme il y a énormément de choses, tu ne sais pas toujours forcément ce qu'il faudrait que tu apprennes en premier pour être le plus performant possible. Une fois que tu es allé en mission et que tu as travaillé sur un projet, tu vois où tu as un peu des lacunes, où il faudrait vraiment que tu montes en compétences. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir leur apporter de la formation qui est très ciblée et qui leur permet vraiment d'acquérir ce qui leur manque, en fait. Et comme ça, pour la mission d'après, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ils ont acquis, ils ont progressé sur des choses où ils ont eu des difficultés sur la mission précédente. Et ça fait des consultants vraiment au top, quoi. Je suis entièrement d'accord. Et puis, je pense que tous les développeurs juniors rêvent d'avoir ce genre de montée en compétences un peu progressive avec du coaching. Mais j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas Web Trio. Donc là, la question un peu qui se passe derrière, c'est comment, quand on est développeur, qu'on est intéressé par ce côté ESN parce qu'il y a plusieurs missions, on va apprendre assez vite. Comment on repère une bonne ESN? C'est quoi vos conseils pour réussir à justement à pas se tromper, à pas tomber dans les ESN qui sont un peu dans les clichés? Et voilà. Est-ce que vous avez des conseils à donner comme ça aux développeurs juniors là qui sont dans le live? Moi, j'aurais des conseils plutôt RH, donc je vais laisser Wojtek donner des conseils techniques. Moi, après, je dirais comment je pense que si j'étais candidate aujourd'hui et développeuse, ce que je poserais comme question aux entreprises, si tu veux, si ça va. En effet, déjà, poser la question, est-ce que les projets des ESN sont plutôt du forfait, en tout cas des obligations de résultats ou des obligations de moyens? Ça permet déjà de voir la philosophie de l'ESN derrière. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura une possibilité de monter en compétences plus simple parce qu'elle sera maîtrisée par l'ESN.
quand ils font des projets au forfait que quand c'est des projets en régie. Encore une fois, ça peut être une régie très bien ou des clients accompagnent très bien où il y a déjà une équipe de l'ESN. Mais ça, c'est une bonne question à poser. Et après, c'est un peu les questions que vous posez. Concrètement, leur demander, OK, je vais arriver chez vous demain. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Et vous voyez bien s'il y a un programme d'accompagnement ou c'est juste, tu vas attendre, on va te trouver une mission et tu vas y aller. Oui, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et en effet, aussi poser des questions sur l'intercontrat. Qu'est-ce que font les intercontrats chez vous? Il y a plein de ESN où l'intercontrat, il reste chez lui. Alors, ça peut être cool, hein, ça fait des vacances payées, non déduites des congés payés. Mais si on a envie de monter en compétence, ce n'est pas forcément l'idéal. Alors, il y a ceux qui vont réussir à s'auto-former malgré tout. Mais encore une fois, s'auto-former tout seul chez soi en attendant une mission, ça n'a rien à voir que se former avec une équipe. Chacun avance. Et aussi les ESN donc, qui font du forfait, en fait, elles vont être capables d'intégrer les intercontrats dans la réalisation de quelques petites parties des projets forfaits en cours. Là aussi, qui sera très formateur pour les personnes plutôt que juste à attendre qu'une nouvelle mission arrive. Donc, posez ces questions-là aux ESN, demandez-leur concrètement parce qu'il y a les beaux discours, il y a oui, chez nous, tu seras accompagné, tu verras, ça sera génial, etc. Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi, je serai accompagné? Ça veut dire quoi, je vais monter en compétence, avec qui je vais travailler? Combien il y a de personnes expérimentées? Oui, moi je suis assez d'accord avec Wojtek pour discuter énormément avec des juniors parce que moi c'est mon fer de lance, hein, les juniors. J'adore aussi les médiors et les seniors, mais j'ai beaucoup d'empathie et de sympathie pour les juniors parce que je sais combien c'est difficile de démarrer sa carrière aujourd'hui, notamment dans ce milieu, parce qu'il y a beaucoup de gens sur le marché. C'est vraiment d'être sûr de rentrer dans une entreprise qui va déjà respecter ta stack de base. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui me disent qu'en vérité, on les contacte parce qu'ils sont juniors et ils se retrouvent et on leur propose des stacks qui sont pas du tout la leur, voire à l'opposé de la leur, c'est-à-dire ils sont front, on leur propose du back ou vice-versa. Et c'est très angoissant de se dire que tu as passé des mois à apprendre quelque chose et puis tout d'un coup, on voudrait bien te recruter, mais pour faire complètement autre chose. Donc déjà, moi, je pense que là-dessus, tu vois, il faut bien poser les questions. Pourquoi pas réapprendre quelque chose, mais dans quel but ? Et souvent, quand tu poses la question, enfin moi, pour en avoir vraiment discuté, on se rend compte que c'est parce que l'entreprise ou l'ESN a un besoin qu'elle n'arrive pas à combler et elle va essayer de te prendre en tant que junior et te modeler sur son besoin. Attention aussi aux missions où on vous propose de travailler sur des logiciels clients maison. C'est des choses qu'on ne revend pas du tout derrière. C'est très chouette de travailler sur un logiciel maison, mais si ce ne sont pas une techno maison, mais si ce n'est pas une techno qui est plébiscitée par le marché, l'expérience professionnelle, elle aura beau être super. En fait, sur ton CV, tu n'auras pas quelque chose de valorisant. Donc, s'assurer aussi qu'on va respecter tes choix. Pour moi, c'est inadmissible de rentrer et de signer quelque part et de se retrouver tout d'un coup complètement, si tu veux, rattrapé par le système économique et te retrouver à faire des choses qui ne t'intéressent pas du tout ou qui vont pas te permettre de monter en compétence. Pour moi, franchement, aujourd'hui, le candidat, il doit être dans un échange avec l'entreprise. Ils sont candidats, ils peuvent choisir aussi où ils veulent aller, même si on a l'impression quand on est junior qu'on ne va pas choisir, on est obligé d'accepter des choses au bout d'un moment parce qu'on a besoin de travailler. Il faut rester vigilant aussi. Travailler, c'est bien, faire n'importe quoi, ça ne sert à rien en fait. Donc pour moi, être toujours très vigilant, poser le maximum de questions. Le recruteur ou le tech qui va vous parler est censé pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Si vous sentez que c'est difficile de répondre à des questions de base, comme disait Wojtek, avec qui je vais travailler, comment vous gérez vos intercontrats, quels sont vos stacks majeurs, vos clients, quels sont vos types de clients, c'est plutôt de la régie, c'est plutôt du forfait. Si déjà, sur toutes ces questions assez simples et basiques, il y a des difficultés sur la réponse, c'est pas une bonne ESN, il ne faut pas aller travailler chez ces gens-là. Enfin, moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Après, pareil, nous, on reçoit des juniors qu'on peut pas prendre tout le monde aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont du potentiel. Voilà, des ESN, on n'est pas les seuls à le faire, mais nous, on le fait, des ESN qui t'apportent aussi du savoir, alors même que tu n'es pas chez eux et que tu as besoin de monter en compétences, ça, c'est plutôt un signe aussi que tu es dans une entreprise bienveillante qui peut t'accompagner ou en tous les cas, qui a envie de t'aider à progresser, même si tu ne vas pas commencer tout de suite chez elle.
Nous, on essaye d'être assez logique avec notre philosophie aussi. Et je pense qu'il y a plein de SN qui font aussi des belles choses aujourd'hui sur la région parisienne et en France. Et il y a des ESN qui ont des idées pour accompagner les candidats. Si tu n'as pas tout ça, tu peux être quasi sûr que ça va être compliqué de travailler pour une société qui va t'accompagner sur rien et qui n'est pas capable de répondre à tes questions. Oui, je complète, et j'insiste d'ailleurs sur la partie techno. On est sur le marché de l'informatique, on est quand même sur un marché de mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques technologies qui sont plébiscitées. Et si on sort de ces technologies-là, d'un coup, on passe de personnes ultra sollicitées à personnes où personne ne veut plus désormais travailler avec vous. J'ai eu l'occasion d'animer avec Pôle emploi justement des ateliers sur des personnes qui étaient des développeurs expérimentés qui n'arrivaient plus à trouver de travail. Et en fait, le profil a toujours été le même, c'est-à-dire que leur ESN, parce que c'était souvent une ESN, les a mis, ou éventuellement un éditeur de logiciels, les a mis sur des technologies vieillissantes où ils avaient besoin de quelqu'un pour finir la TMA ou de finir la maintenance du logiciel, etc. Et en fait, ils sont sortis avec 1, 2, 3 ans d'expérience supplémentaire dans cette technologie-là sans avoir appris les nouvelles technologies qui émergeaient du marché. Et bah, du coup, il n'y a plus de demande. Aujourd'hui, je peux citer beaucoup d'exemples. Ceux qui font du jQuery aujourd'hui, jamais ils vont trouver de mission. jQuery a été remplacé depuis plusieurs années par Angular, React ou Vue.js. Ceux qui font du Struts sur Java, bah, ils ne trouveront plus de travail. Aujourd'hui, Java, c'est principalement le framework Spring qui est utilisé. Et en fait, ce suivi de technologie du marché est très important. Chez nous, à Webatrio, en fait, on a Alors déjà, on a des techs, donc on sait quelles technos sont utiles. D'ailleurs, on a été l'une des premières ESN à proposer pour un client, en l'occurrence, c'était l'autorité de sûreté nucléaire, un projet en Angular, et je pense que c'était il y a environ 7 ans. Donc à l'époque, quasiment personne ne faisait de l'Angular à part certaines startups. Et en plus, on a développé un outil en interne en fait, qui scrolle les outils les CVTech, les outils de prestation, du freelancing, etc. Et on regarde quels sont les technos les plus demandés actuellement sur le marché en France en recrutement. Et ça nous permet d'orienter nos choix aussi de formation et de passage, d'amélioration des compétences des Webatria. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bah oui, en PHP, c'est Symfony. En Java, c'est Spring. En .NET, ça va être MVC Web API. Voilà. Bon, voilà. En front, je l'ai déjà dit, Vue, React, Angular, etc. Et donc, ça, c'est une bonne question. Pareil, dans la liste des questions à poser, c'est une question autour de la veille technologique, quoi. C'est comment vous suivez les technologies, comment vous choisissez les plans de formation. Déjà, il faut en avoir un. Mais c'est une obligation, la formation en entreprise. On doit former à hauteur de 25% nos salariés tous les ans. Ça, c'est toutes les entreprises. Nous, on essaye d'être au plus proche de ça et d'offrir des formations tous les ans à nos devs. Donc, il y a des plans de formation qui sont faits. Mais on peut aussi, parce qu'il y a des gens qui ont du talent dans les entreprises et qui savent créer aussi des petits projets de formation pour les juniors, on peut aussi offrir de la formation à des juniors très rapidement, en fait. Le tout, c'est d'être bien organisé et d'avoir des gens qui ont envie de transmettre leur savoir, en fait. Okay. On peut se servir de ça aussi. Il y a la formation, évidemment, qu'on paye par les OPCO et qu'on donne et qu'on fait réaliser par des prestataires extérieurs. Mais il y a aussi toute la richesse du savoir en entreprise. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants dans toutes les entreprises et qui ont à cœur aussi de partager tout ça. Et c'est aussi le rôle des ESN de trouver ces gens-là, de leur demander aussi de créer du contenu pour les juniors et de le mettre à disposition de tous. On a quand même beaucoup de solutions pour la formation dans les entreprises aujourd'hui. Donc oui, pour sélectionner les technos, il y a ce fameux outil et il y a aussi l'expertise des développeurs expérimentés. C'est-à-dire qu'on sait que même si certaines technos sont demandées sur le marché, je peux parler encore aujourd'hui, on voit beaucoup d'offres en WebDev ou WinDev. C'est des technos qui ne respectent pas les principaux patterns, qui sont super renfermés sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en gros, c'est soit ça, soit rien. Et donc, même s'il y a quelques demandes de marché, parce qu'en fait, c'est un marché qui perd des développeurs et qui, du coup, on se retrouve à avoir des offres parce qu'il n'y a plus personne qui veut faire ça. Ouais, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut y aller. Et derrière, donc, il y a toute l'expertise de dire, OK, une techno, alors évidemment, non seulement elle doit être à la mode, mais elle doit aussi répondre à des besoins. Pourquoi Angular a supplanté jQuery? Ce n'est pas parce que foncièrement, ça reste du JavaScript, mais c'est parce qu'il répond à des problématiques de développement que jQuery n'était pas capable d'adresser. Et c'est pour ça et en effet, aujourd'hui, un site avec Angular
on va dire, à fonctionnalité équivalente, on va à 30-40% plus vite. Ok. Et j'ai une question, alors il y a plein de questions dans le chat, je suis désolé, on va sûrement pas avoir le temps de tous les poser parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Je voudrais parler déjà d'une de la rémunération de l'ESN, mais avant, Jean-Christophe, il a posé une question et qui me semble intéressante pour les développeurs juniors. C'est quoi l'impact immédiat que vous attendez d'une nouvelle recrue, surtout d'un junior? Alors, je ne sais pas si c'est modélisable quelque part pour un chef d'entreprise ou pour une recruteuse comme toi, Isabelle, mais un recruteur, un junior, c'est quoi pour vous? C'est quelqu'un qui va pouvoir soulager les tech leads, les seniors. C'est quoi le process? Comment ça se passe? J'espère que c'est… Vas-y, Wojtek, je veux dire. Un junior, déjà, il va apporter du sang neuf. C'est quelque chose aussi qu'une ESN aussi. C'est l'un des avantages de travailler dans une ESN, c'est d'être entouré de tech et de nouveaux tech qui arrivent en permanence. Ça veut dire que tous les nouveaux remettent possiblement en question des process et des technos déjà en place parce qu'ils viennent avec leur vision, leur envie, leur nouveauté, et ça permet d'être toujours dans ce cercle vertueux de la recherche, de l'amélioration, d'intégration de nouvelles technos, etc. Sans junior, une entreprise n'évolue plus. C'est-à-dire que les expérimentés, au bout d'un moment, ils arrêtent d'innover parce qu'ils ont trouvé un super framework, une super manière de travailler. Mais au bout d'un moment, les évolutions se tarissent. Alors, les juniors vont venir, on dit attendez, moi j'ai vu ça, c'est un super nouveau truc. Et si on l'essayait, ils viennent avec leur force, leur peps. Et c'est ça qui crée qu'une ESN, en fait, vit et tant qu'on le permet, évidemment, les ESN qui partent les juniors sur les TMA ou sur les projets qu'aucun senior ne veut prendre et perdent 75 ou 80% d'intérêt de recruter des nouvelles personnes. Et après, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Évidemment, c'est de coder et de réaliser les projets à leur niveau. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas leur demander de faire des tâches ultra complexes qu'un lead a besoin de faire. Mais on leur demande, en fonction de l'expérience de leurs compétences, et on évalue ça, de faire avancer des projets sur lesquels ils ont envie de travailler. Voilà, en sachant que quand on prend des juniors, comme le disait Wojtek, on sait très bien qu'ils ne vont pas pouvoir tout réaliser d'un coup, et on les prend aussi en prenant nos responsabilités d'employeur et en sachant que derrière, on va les faire monter en compétences, on va les accompagner, on va les positionner dans des missions qui vont être intéressantes pour eux. Le junior, c'est ça aussi le but de prendre des juniors. C'est aussi pour travailler une pyramide des compétences. Comme c'est important aujourd'hui de prendre des gens qui sont seniors, qui vont pouvoir faire redescendre leur expérience sur des plus juniors. Tu vois, il faut garder des équilibres aussi dans les entreprises. Moi, je crois vraiment à la pyramide des compétences. Je pense que c'est très important. Ça permet vraiment à la fois de faire monter ceux qui sont en bas pour monter en compétences et puis aussi retransmettre le savoir de ceux qui sont en haut, qui ont vécu plein de choses et qui ont plein de plus-value à apporter à toutes les équipes, en fait. Vraiment intéressant, ça. Ça, c'est un vrai truc, cet équilibre, je trouve, entre senior et junior et de le partage. C'est vrai qu'on entend souvent ce côté haut vers le bas, seniors qui vont donner des compétences aux juniors, qui vont partager leur expérience. Mais ce que tu as dit, Wojtek, on le dit peut-être pas assez souvent, ce côté 109 et PEPS dans les équipes, et c'est assez important. C'est du reverse mentoring, hein, c'est du mentoring par le haut et du reverse mentoring par le bas. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre, de toute façon. Donc, et dans l'autre sens aussi, on peut parler des gens qui sont un peu avant la retraite. On recrute aussi à WebAtrio des personnes qui ont 55, 60 ans et ils ont des choses à apporter qui sont évidemment absolument pas les mêmes que des personnes qui sortent de reconversion ou d'école. Mais c'est ça qui crée la diversité d'une entreprise et chacun a des choses à apporter à l'autre. Et ça, si on en est convaincu, ça crée une ambiance de travail fantastique. On pourrait même élaborer sur le sujet en parlant de la reconversion et toutes les compétences qu'il y a à mettre en avant avec la reconversion. Mais bon, j'aimerais vous poser une dernière question. Je suis désolé, est-ce que ça vous va si on dépasse peut-être de 5 minutes maximum? Oui, je t'en prie. Sur la rémunération en ESN, dans les idées reçues autour des ESN, il y en a une, c'est on paye moins bien en ESN qu'en entreprise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est parfois faux, parfois vrai? Et comment ça se passe, la rémunération chez WebAtrio et dans le milieu en général? Une grosse question. Ouais. Alors, c'est parfois faux, parfois vrai. Faut savoir déjà qu'une ESN,
ne payent pas forcément moins. Genre, ça dépend des clients en fait. Chez des ESN, on peut gagner plus et c'est souvent le cas que par exemple des grandes entreprises du CAC 40, on peut citer EDF ou RDF, des grandes entreprises comme ça ont des grilles de salaire très fixes et très figées, ne payent pas forcément mieux que des ESN. Les entreprises qui ont tendance à payer plus que les ESN, c'est les startups. Alors pour une raison économique simple, hein, c'est qu'elles ont levé des fonds, elles ont besoin de produire absolument un logiciel qui marche en un laps de temps très court. Et elles sont prêtes à prendre des salaires qui ne sont pas forcément en cohérence avec les finances, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être rentables à court terme, elles ont juste besoin de produire quelque chose. Et donc, elles vont être capables de payer très, très cher pour avoir les bonnes compétences. L'évolution des salaires, alors ça, c'est un sujet évidemment français et qui limite les ESN aussi, parce que les ESN sont limités par ce que payent les clients, évidemment. Donc, ça a tendance à être une courbe un peu logarithmique, c'est-à-dire que le salaire va rapidement augmenter au début, et au bout d'un moment, si on n'a pas de nouvelle expertise ou expérience ou de leadership du management, bref, si on n'évalue pas sur des postes un peu de management ou d'experts, ils ont tendance l'augmentation a tendance à ralentir. Et ça, c'est assez simple parce qu'un client, vous soyez un développeur de 7 ans d'expérience ou de 10-12 ans, le prix de vente, entre guillemets, il va être quasiment le même parce qu'elle n'évalue pas. Alors ça se passe en France, ça ne se passe pas aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. C'est comme ça. Alors, comment ça se passe à Webatrio? Là aussi, on a fait un concept, on se dit, c'est pas aux commerciaux, c'est pas aux RH, c'est pas aux fondateurs d'évaluer le salaire, parce que, même si évidemment on donne des inputs, mais parce que c'est pas comme ça que le préconise Frédéric Laloux ou Isaac Gates, dit, pourquoi pas faire un comité de salaire qui sont des Webatriens, qui sont élus par des Webatriens. Alors, ils tournent, hein, ils sont 3 par entité. Chacun reste 3 ans et chaque année, donc il y en a un qui se fait réélire. Alors ça, c'est pour garder une certaine expertise du sujet. Et ça permet donc à nos consultants d'être de l'autre côté. Alors c'est franchement pas un job facile, hein. Il y en a certains qui parfois se disent ok, mais c'est vraiment compliqué la partie salaire. Mais c'est comme ça qu'on fait et ils essayent d'être en fait au plus juste. Alors au plus juste, c'est un grand débat hein, parce qu'il n'y a pas de salaire juste objectif qui est fixé quelque part. Mais c'est déjà être juste par rapport aux autres, c'est-à-dire avoir des si quelqu'un est payé X, quelqu'un d'autre à compétence équivalente, il doit être payé X. Si d'un coup, à Webatrio, on se dit, tiens, le marché augmente et donc il est temps que notre base de rémunération salariale augmente, ok, mais c'est tout le monde qui augmente. Ce n'est pas juste les nouveaux qui arrivent et qui ont eu de la chance, entre guillemets, ils sont arrivés au bon moment, les salaires ont augmenté, et les anciens, tant pis pour eux, de toute façon, ils sont arrivés à des salaires plus bas, donc ils n'ont qu'à rester à des salaires plus bas. Donc voilà, mais ce qui crée aussi un système un peu plus rigide par rapport à des systèmes opportunistes, parce que on sait que lorsque on va dire ok, notre base salariale augmente de 2, 3, 4 000 euros, c'est tout le monde qui va augmenter de 2, 3 000, pas juste les nouveaux. Ok. Après, la rémunération dans l'ensemble des ESN, elle est quand même assez différente de ce qu'on pratique nous, puisque nous, on a cette particularité, et je pense qu'on est une des seules ESN à avoir un comité des salaires, avoir une grille aussi qui a été créée par nos salariés, par nos devs, voilà, où on va rentrer du coup dans cette grille les compétences de la personne, le potentiel de la personne est rentré aussi, voir si on peut se projeter avec la personne sur des postes comme disait Wojtek ou qui sont peut-être plus managériaux. Mais la plupart du temps, dans les ESN, je pense qu'ils ont quasi tous des grilles. Hein. Ce n'est pas à la tête du client. Je pense que les gens partent quand même du principe qu'il y a une grille interne. Et effectivement, une fois que tu arrives sur un certain une typologie de salaire, tu as peut-être moins l'opportunité d'augmenter ton salaire tout de suite. Et effectivement, c'est quand même assez lié au prix de vente du consultant chez le client. Hein, je veux dire, les commerciaux. J'entends beaucoup que ce sont dans d'autres ESN les commerciaux qui déterminent les augmentations et les évaluations salariales des devs. Alors nous, comme on ne fait pas du tout ça, je ne saurais pas t'expliquer comment ça fonctionne vraiment. Mais pour le coup, oui, je pense que tout c'est quand même un contexte économique. Aucune ESN n'est une entreprise philanthropique. Ils sont là quand même pour gagner de l'argent. Et comme je te le disais, il y a aussi des ESN qui ont des actionnaires. Et je pense que le fait d'avoir de l'actionnariat, ça change aussi la façon de rémunérer les gens aussi. Ok. Bon, super intéressant. Donc, effectivement, moi, ce que j'avais entendu, ce que tu disais, que c'était les commerciaux parfois qui déterminaient le salaire. Donc, je l'avais entendu, cette phrase-là. Ok, donc il y a des grilles potentiellement et c'est pas forcément vrai que tu seras forcément moins payé dans une ESN, mais la politique interne, il faut regarder la politique interne. Après, ça, l'évolution, et il y a des ESN qui vont donner un bon salaire au début, plus il y aura plus d'augmentation après.
En effet, avoir une rémunération qui est directement liée, alors elle est forcément indirectement liée, mais directement liée au prix de vente, ça peut être déceptif parce que le consultant, est-ce qu'il est pour quelque chose? Il va travailler dans un client de la finance. On va dire un consultant, allez, React. Il va dans le monde de la finance. Le monde de la finance paye bien. Beaucoup d'argent. Donc les TGM sont plus élevés. Un autre va aller dans le monde, je ne sais pas, associatif par exemple, mais sur du React aussi, avec la même expertise. Évidemment, le monde associatif paye moins, mais est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il doit choisir forcément de dire à son commercial, non, je ne vais pas dans le milieu associatif parce que mon TJM est moins élevé, et donc je vais être moins payé après? Non, en fait, il faut moduler ça. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui payent mieux et d'autres moins bien. Et ce qui est important, c'est la moyenne, évidemment. Donc, on peut se permettre d'avoir, dans certains cas, des marges plus faible, mais évidemment, dans d'autres cas, on aura des marges plus élevées, mais c'est lié un tout petit peu, mais il ne faut pas que ça soit lié directement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un temps de... Ça peut être lissé sur plusieurs années, typiquement. Ok, ouais, très clair. Bon, il est 19h03. Est-ce que vous avez un dernier conseil chacun à donner aux développeurs là? Nous, notre audience, c'est principalement des développeurs juniors. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner, peut-être qui sortent des ESN cette fois-ci ou qui restent dans le contexte de l'ESN parce que la plupart du temps, ils cherchent à lancer leur carrière. Les ESN, c'est un des chemins. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner? Comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, soyez curieux, suivez les nouvelles technos, essayez, évidemment, trompez-vous, c'est-à-dire essayez des trucs qui ne marchent pas et vous dites « Ah, mais c'est nul, ça ne sert à rien, etc. » Mais en tout cas, n'arrêtez jamais de vous former et d'innover parce que c'est ça la base de notre métier et c'est ça qui fait qu'on réinvente, entre guillemets, tous ensemble le monde de demain avec les outils qu'on développe. Et en conseil un peu plus pratique, faites des projets perso, codez, déposez-les sur GitHub en public, montrez aux ESN ou aux clients ou aux startups que vous savez coder, que vous savez réaliser des projets. Et c'est forcément un grand plus. Alors, par exemple, nous, chez Webattery, on apprécie particulièrement des personnes qui, dans leur temps libre, pendant leur recherche d'emploi, sont passionnés par développer. Et donc, en fait, coder, oui, c'est un métier et c'est un travail, mais ça peut aussi être quelque chose qu'on fait en dehors parce qu'on a envie de se faire un petit script domotique ou parce qu'on a envie de se faire un petit outil qui n'existe pas sur le marché. Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai commencé développeur, j'ai développé un outil que j'ai nommé Voicer. Donc, c'était les prémices de Deezer. Il y avait déjà un Deezer qui existait. En fait, c'était un outil local à moi qui permettait de lire ma propre musique sur divers devices que Deezer à l'époque ne proposait pas. Alors, c'était pour mon besoin personnel, mais évidemment, montrer un outil comme ça a particulièrement plu à mes employeurs de l'époque. Moi, j'aurais envie de dire faites-vous confiance déjà aussi et arrêtez de conceptualiser. Moi, c'est vraiment mon credo, donc je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Arrêtez de vous concentrer sur votre CV. Déjà, votre CV, il ne fait pas une page. Quand on est dans la tech, il fait plusieurs pages. Partez vraiment de ce principe-là. Quand vous faites des projets perso, c'est sûr que c'est mieux de présenter des projets qu'on a fait hors école parce que les projets école sont souvent des projets tutorés qu'on fait à plusieurs. Je pense que les recruteurs aujourd'hui sont intéressés par des projets que vous avez fait tout seul ou avec des amis ou quelque chose que vous avez monté. Dans vos projets, faites bien vos commits. C'est intéressant aussi de voir comment vous avez créé votre projet. Vira, que j'adore, lui, pour venir chez nous, en total autodidacte, il a fait une copie de notre site internet qu'il m'a envoyé un dimanche. Il n'a pas regardé notre code, il l'a du coup fait comme il l'entendait. Et c'est comme ça qu'il est rentré chez nous parce qu'il avait ce projet-là. Nous, on avait bossé dessus. William avait bossé dessus. On pouvait regarder par rapport à ce qu'on avait fait, nous, sur notre site, ce qu'il avait fait. Voilà. Venez avec des projets construits que vous avez committés. Venez avec des projets que vous pouvez expliquer qui seront bien plus chouettes que votre CV que vous avez manipulé dans tous les sens pour être attractif et des projets que vous êtes capable d'expliquer parce que c'est vous qui les avez faits, en fait. Et ça, je pense que c'est super important. On ne le dit pas suffisamment. Je pense que c'est beaucoup plus facile de projeter un projet à un recruteur et au tech qui l'accompagne en disant voilà ce que j'ai produit. Nous, c'est ce qu'on aime faire, donc on le fait très souvent. Voilà ce que j'ai produit et je vous explique comment j'ai fait mon projet et le tech va donc discuter avec le junior, va lui poser des questions sur le projet et on se retrouve dans une vraie conversation sur la base d'un vrai projet et de la vraie réflexion.
plutôt que de vous laisser enfermer dans des entretiens où on va vous poser des questions techniques qui n'ont peut-être ni queue ni tête pour vous, qui n'ont pas forcément de sens et avec lesquelles on va paniquer pour répondre. Donc, il y a vraiment la confiance en soi et puis, faut pas… Et puis, faites ce que moi j'aime faire. Moi, dans le recrutement, je fais pas du recrutement de masse, je fais du recrutement ciblé. Et ben, pour chercher votre entreprise, faites des recherches ciblées. Vous n'avez pas envie de travailler pour n'importe qui. Vous avez vos valeurs, vos envies, et il faut aller vers des entreprises qui correspondent à vos valeurs et à vos envies, en fait. Voilà, moi, ce serait plutôt mes conseils. Et bah, super conseil à tous les deux. Je crois que William avait dit quelque chose de similaire à Wojtek sur faites des projets perso et tout ça. Donc, clairement, vous appuyez là-dessus, c'est important. Bon, j'ai plus qu'à vous dire un énorme merci pour tout ce que vous avez dit. C'était top. Moi, j'ai beaucoup appris aussi. Merci beaucoup. Je voulais dire que dans le fil, j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient postulé et auxquels je n'avais pas répondu. Je m'excuse. Je ne suis pas toute seule à répondre. Si vraiment vous n'avez pas de réponse, je suis désolée. Parfois, je suis débordée, mais n'hésitez pas à me renvoyer votre candidature. On en discute. Et moi, j'alloue de mon temps toutes les semaines à des gens qui sont juniors et qui ont besoin de conseils pour pouvoir passer des entretiens. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin que je revoie un peu votre CV. Bon, même si j'y crois pas trop au CV, je vous aide quand même sur le CV. Si vous avez besoin de conseils pour avoir une bonne posture en entretien et qu'on réfléchisse à comment vous pouvez vous présenter ensemble, c'est avec plaisir. J'offre un peu de mon temps, voilà. Je trouve ça normal de donner de son temps quand si on peut aider des gens, c'est super, quoi. Merci de nous avoir invités. J'espère que nos réponses ont pu vous aider en partie, en tout cas, dans ce marché qui est pas évident. Et donc, à WebAtrio, il y a beaucoup de gens qui sont, comme Isabelle, engagés pour répondre. N'hésitez pas à leur écrire, que ce soit des lead devs, que ce soit des devs juniors. Je veux dire, on a des personnes qui viennent de tous les milieux et qui sont engagées dans créer une ESN un peu différente des ESN classiques. Et donc ça, forcément, ça passe aussi par de la bienveillance, par de la disponibilité et par de la possibilité de répondre aux questions ou de venir. Venez chatter avec nous, venez dans nos locaux aussi, on vous offre des cafés, ils sont très bons. On a un très bon café. Et c'est toujours plus facile de discuter en direct avec des devs pour avoir des conseils. On le fait très régulièrement. On est content aussi d'avoir cette communauté autour de nous et on sait que vous allez monter en compétences. On vous apporte aussi du savoir. Parfois, on ne peut pas vous prendre tout de suite, mais en montant en compétences, vous pourrez rentrer chez nous aussi. Voilà, donc désespérez pas. Il y a du boulot au bout de la route. Il faut juste savoir bien aller le chercher, en fait. Top. Et je crois que ça donne envie à plusieurs personnes. Ce modèle de ESN, donc top. Merci beaucoup à vous. Je suis très heureux d'avoir fait ce live avec vous. Et puis, je vais essayer de faire un petit récap avec tout ce que vous avez dit bientôt. Mais avec grand plaisir pour se revoir sur un autre live plus tard. On verra. Avec plaisir. Merci Raphaël. Merci à ta commu qui nous a suivis aujourd'hui. Je vous ai laissé mon adresse mail dans le chat. Donc, si vous avez des questions, vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Top. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Isabelle. Et je partagerai aussi le PDF de Frédéric Laloux dans le. Oui, je te l'envoie. Dans le Slack, ce sera un peu plus simple. Ok, top. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne fête de la musique. À bientôt. Au revoir. Bonne fête de la musique. À bientôt. Salut.